Merci d'être venu. J'ai l'honneur, donc Maud Janton et Pamarne, de présenter aujourd'hui un panel sélectionné de haut volet des thèses du Master ENPC École des Ponts de l'année 2022. Vous allez voir, ce qui est assez intéressant, c'est que d'abord, ce sont des travaux que Olivier vous présentera, en tout cas le cursus du master, et on a choisi cette année d'inaugurer finalement cette démarche sous les couleurs du chantier de la simulation et du réemploi, qui sont en fait finalement de se dire qu'aujourd'hui le BIM s'ouvre aussi sur des portes nouvelles et puis en lien avec le carbone sur d'autres sujets finalement très opérationnels, on va dire comme ça. Et donc j'ai l'honneur d'inaugurer cette présentation de nos 6 masteriens qui vont prendre place, et je vais laisser la parole à Olivier Selnick pour l'École des Ponts. Merci Maude. Quelques mots sur ce master spécialisé, le stand de l'École des Ponts ESTP, puisque ces deux grandes écoles d'ingénieurs sont associées pour cette formation, et juste derrière notre salle, pour ceux qui s'intéressent au OMS. Comme chaque année avec notre partenaire EPAMARN, nous présentons cette sélection de thèses qui sont pour nous à la fois un état de l'art et des perspectives du BIM aujourd'hui et demain. Un master spécialisé, c'est une formation très complète qui s'adresse à des professionnels en exercice qui veulent rediriger, rebooster leur carrière sur des domaines novateurs. Le master spécialisé BIM a été créé en 2014. Nous allons en septembre prochain accueillir la 10e promotion. Vous allez avoir ici des candidats issus de la promotion numéro 8. À ce jour, nous aurons formé 550 professionnels qui sont les BIMeurs d'aujourd'hui et demain. On a toujours grand plaisir à vous présenter une sélection des thèses. Les thèses professionnelles sont des documents issus d'une problématique qui vous seront exposés, que les mastériens commencent à rédiger à la fin de la formation, qu'ils présentent quelques mois ensuite devant un jury, en fonction duquel on se positionne. Et ces thèses que vous avez ici sont toutes celles parmi celles qui ont reçu une note de 16 ou plus, donc des travaux jugés excellents par le jury sur des thèmes divers et variés pour refléter ce que nous faisons dans cette formation. Vous avez ici les 6 personnes sélectionnées que vous allez écouter les unes après les autres. On a dit quoi? C'est 7 minutes chacun, c'est ça? Vous voyez des profils divers et variés. C'est aussi ça, le Master BIM et le BIM tel que nous le voyons. La collaboration entre les acteurs du projet, des jeunes et des expérimentés, des gens qui ont de toute profession et de toute provenance, qui passent une année ensemble à apprendre le BIM, mais aussi à se connaître, et en se connaissant, à trouver les moyens de bien travailler ensemble par la suite avec les différentes professions qu'on retrouve sur les projets. Certains restent des professionnels dans leur champ initial. Ils sont rentrés architectes, ingénieurs, maîtres d'ouvrage, industriels, le resteront, mais avec les outils du BIM en plus. Et certains autres se dirigent vers des métiers liés au BIM, consultants, BIM manager, avec ou sans guillemets, référent BIM, et ainsi de suite. Tout ça, ils vous le diront eux-mêmes. On va leur donner la parole, parce que c'est surtout eux qu'on est venu écouter, puis on restera bien sûr à votre disposition ensuite pour discuter. Vous avez ici leurs différents sujets. Est-ce que tu veux dire 2 mots, Maud, sur la sélection que tu as faite parmi celles qui étaient présentes? Oui, je crois qu'on a surtout essayé de ressortir finalement la diversité des sujets, et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que la multiforme, finalement les multimétiers et les multi-cas d'usage qu'on peut trouver dans le BIM, et des sujets de thèse qui ont été suivis par ces étudiants et professionnels, parce qu'en fait on parle d'étudiants, mais ce sont aussi des professionnels, et surtout avant tout des professionnels. Et donc j'espère que vous prendrez plaisir à partager ces retours d'expérience et cette présentation en 7 minutes. Je vous embêterai pour le timing. Merci. Bomba, à toi de jouer. Merci à tout le monde. Donc je m'appelle Bamba, comme ça a été présenté. J'ai travaillé dans les entreprises plutôt infrastructure. Donc ça va faire bientôt 10 ans que je suis dans le milieu. J'ai plutôt un profil métier. Et du coup, j'ai toujours eu une appétence sur tous ces sujets liés au digital. Et c'est à la suite de ça que j'ai souhaité faire le master qui m'a beaucoup apporté. Et je vous propose à travers cette thèse du coup de
traiter une problématique métier, donc liée, on va dire, l'intelligence artificielle à travers la vision ordinateur pour traiter des sujets de sécurité. Voilà. Alors, on va commencer déjà par un petit diagnostic et une mise en contexte. Savez-vous que 8 millions de jours de travail sont perdus chaque année en lien avec les accidents de travail et les maladies professionnelles? Ça correspond à 36 000 emplois à temps plein et pèse plus de 1 milliard d'euros de coûts directs au titre des cotisations qui sont versées à la sécurité sociale. Parmi ces chiffres, le BTP reste quand même l'un des secteurs les plus sinistrés, avec 56 accidents pour 1000 salariés en moyenne et 34 accidents qui représentent la moyenne de tous les secteurs. En plus de ça, on sait que quand même il y a beaucoup de graves accidents qui se passent, des morts, et très souvent c'est beaucoup de familles qui subissent ça. Donc face à cette problématique métier, du coup on a fait un diagnostic pour regarder un peu aujourd'hui comment les problèmes de sécurité sont traités sur les chantiers. Ce qu'on a constaté, c'est que l'approche qui est très souvent utilisée, c'est plutôt une approche taylorienne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à une problématique, on aborde le sujet, mais en méthode cascade, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour l'humain. On aime bien raisonner en processus, mais il se trouve que les problèmes liés à la sécurité sur chantier, comme beaucoup de problèmes, ne sont pas des problèmes simples, parce que c'est des systèmes complexes. Et qui dit système complexe dit aussi un traitement spécifique. Et là, vous avez un diagramme qui a été proposé par le mathématicien Daniel Kropp qui explique un peu le lien qu'il y a entre le nombre d'interfaces et l'effort d'ingénierie à produire. Ce que cela illustre, c'est que plus on a des interfaces, plus l'effort d'ingénierie croît d'une manière exponentielle. Et aujourd'hui, avec les problèmes qu'on a sur les chantiers qui sont de plus en plus complexes, ce qu'on constate, c'est que l'humain arrive à un niveau de traitement qui reste limité. Et du coup, si on pousse le sujet plus loin, on constate qu'on n'y arrive pas parce qu'il y a tellement de données à traiter. Et c'est là où j'avais décidé de regarder un peu le sujet, mais avec une approche vision par ordinateur, donc à travers l'intelligence artificielle. Donc la vision par ordinateur ou computer vision en anglais, c'est on va dire une partie de l'intelligence artificielle. Pour vous expliquer d'une manière simplifiée, c'est un peu ce qu'on constate avec les voitures autonomes. Là, vous voyez en haut, il y a une tomate. Donc nous, en tant qu'humains, on voit la tomate, le cerveau l'interprète, et on dit que c'est une tomate. On retrouve le même schéma d'analyse en ce qui concerne la vision par ordinateur, où l'œil est remplacé par la caméra. L'ordinateur, du coup, remplace effectivement avec le logiciel d'intelligence artificielle le cerveau. Et après, il en sort que il y a 24% que ça soit une tomate, 15% que ça soit une pomme ou 1% que ça soit une pêche. À la suite de ça, on a proposé ce schéma architectural où on a souhaité relier un peu l'environnement virtuel avec tout le modèle SIG et BIM, ainsi que les métadonnées, avec les données à droite qui sont issues du chantier à travers la caméra. Donc toutes ces données-là convergent vers ce qu'on a en bas, donc notre conteneur d'information, qui nous permet d'avoir un modèle de connaissance au service du chantier. Là, c'est un exemple que vous voyez. Il y a deux ouvriers qui sont en train de fumer à côté d'une bouteille de gaz. Bon, c'est des choses qu'on retrouve très souvent pour dire que les problèmes de sécurité, c'est un constat réel et les ouvriers se mettent en danger parfois consciemment ou inconsciemment. Et très souvent, ce qu'on rencontre de plus en plus, c'est que les encadrants, ils ne sont pas tout le temps sur site. Donc du coup, d'où l'importance d'avoir d'autres solutions qui viennent pallier et aider au service du projet. Donc tout n'est pas rose dans la vision par ordinateur. Là, vous voyez une vache qui mesure 5,2 m. Donc c'est des choses qui arrivent. Tout ça pour dire que voilà, il faut toujours derrière qu'il y ait un humain, quand même, qui puisse interpréter et regarder tout ça. Donc il y a aussi d'autres problématiques liées aussi au surapprentissage. Donc c'est en quelque sorte, pour simplifier, un modèle qui est en surmenage. Donc par défaut de temps, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail. Et aussi tout ce qui est lié à la réglementation générale, à la protection de données qu'on a aussi développé dans le cadre de cette thèse. Du coup, après, on a proposé une plateforme de... Si ça veut bien marcher.
une plateforme de gestion qui illustre un peu tout le travail qui a été fait. Donc là, c'est une plateforme qui permet de visualiser un peu tout ce qu'on a fait. Donc là, on a un premier module qui traite de l'intelligence artificielle. On n'a pas pu malheureusement faire l'exercice avec des données de chantier, donc on est parti sur des données classiques qu'on arrive à retrouver sur Internet. Donc là, on voit bien qu'avec notre modèle d'intelligence artificielle, on arrive à récupérer les informations. Donc vous imaginez que, par exemple, là vous voyez des vélos, tout ça, c'est des situations sur chantier. Et en bas, on voit les données qui sont récupérées d'une manière automatisée. Donc ça veut dire que notre modèle comprend la situation et arrive à l'interpréter. Et ces données-là sont transmises du coup dans une base de données qui sera exploitée pour les besoins du chantier. Donc au-delà de cette surveillance aussi, on a mis en place un module pour former les ouvriers. Donc ils sont capables de comprendre un peu les détails du phasage. Donc ça leur fait une sorte de formation au poste avant de commencer les travaux. Ils sont même capables de visualiser également des vidéos pour comprendre un peu les différentes tâches à réaliser sur chantier. Donc ce qui est quand même vachement utile et c'est accessible à tout moment. Donc ils peuvent s'approprier de tout. Et du coup là, on a notre modèle de connaissance où on a relié le BIM, donc la maquette numérique, avec toutes les données et on arrive du coup à interroger les objets, donc à identifier les propriétés. Donc c'est ce que vous voyez ici. On est capable également du coup d'interroger la base de connaissances. Là, on va lui demander quel est le prémur qui sera posé aujourd'hui. Donc, et on a la réponse en bas. On est aussi capable de lui demander quels sont les ouvriers qui sont habilités à une tâche. Donc ça aussi, il saura nous répondre. Et puis, on peut lui demander aussi la procédure qui concerne la tâche. Donc ça aussi, on a le numéro de la procédure qu'on peut consulter. Et on peut aussi lui demander des questions liées aux données qui sont récupérées par la vision par ordinateur. Donc les écarts de sécurité qui sont constatés sur chantier. Voilà. Donc, grosso modo, voilà, c'est une plateforme qui découle de toute l'étude qui a été faite et puis qui aujourd'hui est mise en place au service du projet. Donc, je vous remercie. Merci Bamba. Félix ensuite. Vous pourrez discuter avec tous nos brillants mastériens dans les allées juste après les présentations. À toi de jouer, Félix. Bonjour, donc Félix Vermersch. J'ai travaillé dans le cadre du Master BIM à une thèse qui s'appelle le BIM en rénovation, enjeux, risques et opportunités dans la pratique du géomètre expert. Alors comme vous l'aurez deviné, du coup, moi je travaille dans une société de géomètre expert et le but de mon travail de thèse, c'était avant tout de porter un regard critique sur nos pratiques en matière de modélisation de l'existant, lors de projets de rénovation, restructuration, d'interroger ces pratiques et de voir s'il fallait les remettre en question, les améliorer, les modifier, les continuer, etc. Donc il y a un pan assez important de stratégie. L'idée, c'est pas ici de vous dévoiler la totalité des travaux, mais au moins de vous donner les lignes directrices de ma réflexion. Alors je suis parti de plusieurs constats assez simples. C'est qu'en la matière, dans les projets de restructuration, lors de la modélisation de l'existant, malgré tous les outils qu'on propose formidables sur le salon là et dans d'autres salons, il faut savoir qu'il y a une énorme quantité de tâches qui sont manuelles, que ce soit dans l'acquisition ou dans la modélisation, avec les conséquences nécessaires en termes de coûts et en termes de délai. Il faut savoir aussi que le géomètre expert est impliqué très très tardivement dans les processus BIM, presque à la marge, en tout cas considéré comme plutôt un fournisseur de données et assez peu impliqué au sein du processus. Et enfin, il faut savoir que les demandes qui nous arrivent sont encore majoritairement calquées sur des processus classiques qu'il peut y avoir sur des opérations qui ne sont pas menées en BIM, à savoir une acquisition de l'existant, modélisation avant curage, la même chose après curage, voire la même chose en récollement. Le parti pris et l'approche développée dans mon travail, c'est une approche de type rétro-ingénierie qui s'appuie sur les travaux notamment du groupe Mind de la saison 2. Concrètement, ça se passe comment?
ça se passe en une nécessaire analyse des besoins avec une implication très très tôt du géomètre expert dans le processus BIM, avec une analyse des usages qui vont être effectués de la maquette, probablement la plupart du temps avant curage, en concertation avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, qui n'ont pas forcément les mêmes attentes de cette maquette numérique. Et le but de cette première analyse, c'est de formaliser ce qu'on appelle le juste modèle, c'est savoir uniquement une maquette qui réponde aux usages qui sont énoncés ici. Une fois qu'on a fait ça, on analyse les informations disponibles, c'est-à-dire on fait un audit de la donnée disponible. Ça peut être de la 2D, ça peut être de la 3D, ça peut être des dossiers des ouvrages exécutés, ça peut être des plans de permis de construire, ça peut être tout un tas de choses. Le but, c'est de faire un inventaire de la donnée, d'en contrôler la cohérence et également d'évaluer le bâtiment concerné, savoir les informations qu'on peut acquérir in situ. C'est seulement à l'issue de ce premier travail qu'on va pouvoir formuler un certain nombre de prescriptions pour contrôler spécifiquement telle ou telle donnée existante et pour compléter avec des acquisitions supplémentaires. En aucun cas, c'est un processus automatique d'acquisition complète in situ. Et c'est sur cette base d'agrégation de l'ensemble des données qu'on va ensuite procéder à la modélisation avec une maquette qui répond stricto sensu aux usages qui ont été énoncés et qui peut être hybride, c'est-à-dire mélanger du nuage de points, pourquoi pas de la 2D, différents loads, et qui va vraiment servir de base de travail pour, en attendant, on va dire, la modélisation après curage et l'acquisition de la donnée après curage. Alors, comme le réemploi est l'un des thèmes communs de notre présentation, j'ai choisi de vous parler au travers de mon travail du réemploi. Alors, quid du réemploi dans mon travail? Au-delà du réemploi du bâtiment lui-même, puisque c'est l'objet du processus de restructuration-rénovation, je m'attache au réemploi de la donnée de l'existant, de la donnée existante plutôt, comme on en a parlé déjà, qui va être contrôlée et qualifiée au long du processus de rétro-ingénierie, et donc qui va gagner de la valeur pendant ce processus. Et c'est également le réemploi de la donnée que le géomètre expert va produire pendant son travail. Et les notions qui tournent autour de ça, c'est les notions de tolérance et d'incertitude, qui sont assez peu développées dans le BIM et qui ont une importance capitale dans notre travail de géomètre expert, et qui va vraiment porter cette notion de qualification de la donnée et qui va permettre son réemploi et la pérennité de la donnée. Alors, je ne fais pas un point spécialement, vous aurez compris que l'idée derrière, c'est aussi la modération des données, c'est-à-dire de ne pas systématiquement créer des nuages de points de 200 gigas pour une restructuration et de rester sobre dans la donnée numérique. Et je parle également de la donnée à caractère juridique propre à l'expertise donc du géomètre expert, qui est un petit peu dans les travaux de rénovation et de restructuration le parent pauvre de la donnée, parce que chaque société géomètre expert fait un peu ça à sa sauce, et finalement on peut espérer beaucoup plus de cette donnée qui a une forte valeur. Et je m'attache à travailler sur la norme LADM, qui est une norme ISO, qui est une norme un modèle d'administration des terres, et qui donc va spécifiquement porter ces données entre les parties, les droits et les terres, organiser leurs relations et justement qualifier et pérenniser cette donnée-là. Et ça, c'est une norme qui gagnerait du coup à être appliquée au profil français, et qui serait une belle piste et vraiment un lancement concret de ce qu'on appelle un peu nébuleusement en ce moment le cadastre 3D. Voilà, je vous remercie. Merci Félix. Vous le voyez, des sujets très différents les uns des autres, c'est ça qui nous intéresse tous aussi. J'entends bien les mots modération de la donnée, ça permet de dire qu'on a dans ce Master BIM, outre un tropisme sur l'Open BIM, sur un BIM pragmatique, raisonnable, pour ne pas dire frugal. C'est un de nos fils conducteurs aussi. Pauline. Merci Olivier, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler de cybersécurité. Donc c'est un sujet pas facile, surtout en aussi peu de temps, assez complexe. Donc je vais essayer de faire ça simple, efficace
n'hésitez pas à venir discuter avec moi après la présentation. Donc, pour vous remettre un peu dans le contexte, moi j'ai 3 ans d'expérience maintenant dans le BIM management. Je travaillais à l'époque, en tout cas de mon master, du coup chez Ingérop, qui du coup avait développé une solution de cybersécurité qui s'appelle Scredin. Donc ils ont un stand, je vous invite à aller les voir pour discuter avec eux du sujet. Donc le principe en fait c'est que ma thèse va s'ancrer dans le travail qui avait été fait avec Scredin, donc qui consiste à la cybersécurité des processus BIM. Et du coup, en fait, à aller plus loin en parlant des espaces collaboratifs, puisqu'en fait, le BIM, par essence, est collaboratif et on utilise des outils bien connus comme les plateformes BIM. Donc, pour vous remettre un peu dans le contexte et pour vous montrer pourquoi ce sujet est important et vraiment d'actualité, je vais vous parler un petit peu donc, des réglementations. Donc, en France, la France, en fait, a été un pays précurseur en Europe sur ces sujets-là, de par la loi de programmation militaire qui est revue tous les ans, enfin tous les 5 ans, pardon, et qui a défini dans ce cadre-là, à partir de 2015, l'ensemble des acteurs, enfin des maîtrises d'ouvrage qui étaient d'importance vitale. C'est-à-dire que si elles se faisaient cyberattaquer, on allait pouvoir avoir un risque soit pour la finance, soit pour l'économie du pays. Donc à partir de cette loi de programmation militaire, l'ANSSI, du coup, qui est l'acteur principal en France, donc Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a défini 12 secteurs d'activité à risque qui représentent environ en France 900 maîtrises d'ouvrage. Il faut savoir que cette loi de programmation militaire va être influée modifiée d'ici 2024 avec la directive européenne NIS 2. Donc cette directive européenne a été votée l'année dernière et en fait cette directive définit et approfondit encore ce principe en fait d'organisme d'importance vitale. Donc c'est-à-dire que là ça va être élargi, on ne sera pas 12 secteurs d'activité mais 23 qui seront concernés, avec du coup plus de 10 000 entreprises, donc maîtrises d'ouvrage privées et publiques, qui auront donc des obligations légales en matière de protection de la donnée, protection de leur système d'information et du coup de leur flux. Donc c'est pour ça que c'est important, puisqu'en effet nous, le BIM, on produit énormément de données. Il y a les bâtiments et les données qu'on produit qui sont stockées dans les maquettes, qui sont stockées dans les conventions BIM, qui sont stockées dans tout le processus, du coup peuvent être soumises en fait à des attaques de cybercriminalité. Et du coup, par exemple, on entend souvent l'hôpital a été attaqué, on demande des rançons, etc. Donc tout ça, c'est possible par la maquette, par les conventions, si on les laisse accessibles à qui veut, en fait. Donc tout l'intérêt de sécuriser ces données, de les chiffrer et aussi de gérer la sécurité donc, de ces espaces collaboratifs. Donc l'essence de mon travail, ça a été en fait de définir un peu un processus d'analyse des besoins par rapport au projet, puisqu'en fait Ingérop avait 4 grandes familles de projets. Donc on avait le bâtiment, le nucléaire, l'industrie et la ville et mobilité. Donc du coup les 2 grands secteurs, nucléaire et industrie, ils sont forcément énormément soumis à ces obligations légales de cybersécurité, puisqu'en effet, les informations nucléaires et industrielles qui sont françaises, on veut les garder en France, on va les garder chez nous, on ne veut pas que ce soit envoyé ailleurs. Donc le principe, ça a été d'évaluer les besoins en termes de sécurité, en termes de BIM, pour chacun de ces types de projets, et ensuite d'évaluer des plateformes qu'on peut avoir sur le marché, donc comme accès au BIM, BIMsync, voilà, j'en ai évalué 7, donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire passer mon travail. Et du coup, l'objectif, ça a été en fait de pouvoir comparer ces évaluations de besoins par rapport au projet aux capacités des plateformes, afin de déterminer pour chaque typologie de projet l'outil de collaboration qui est le plus adapté en termes de BIM et de sécurité de la donnée. Donc la stratégie globale, après, ça a été en fait, à partir de ça, de définir comment est-ce qu'on choisit sa plateforme. Parce que si on a un client, par exemple, qui impose sa plateforme ou qui demande à ce qu'on travaille avec son outil, comment est-ce qu'on vérifie que l'outil qu'on a
à disposition n'impacte pas notre travail puisqu'on est responsable de nos données. Si jamais il y a une faille dans le système, c'est nous qui sommes responsables. Donc à ce moment-là, moi j'ai proposé un système qui permet d'évaluer la plateforme du client et en fait tout simplement de lui proposer une autre solution si on voit que la plateforme ne convient pas. Voilà. Et donc le principe, voilà, c'est ça, c'est de toujours comparer, évaluer et après progresser. Et dans tous les cas, bon, je ne vous en ai pas parlé là, mais rapidement, les plateformes de manière générale, les outils de manière globale, en fait, ils ne vont jamais répondre à 100% des besoins. Donc c'est pour ça que j'ai aussi proposé dans le cadre de mon travail, que je n'ai pas le temps de détailler ici, mais donc des processus de travail complémentaires qui vont permettre de travailler avec de la donnée anonymisée ou de la donnée protégée d'une certaine façon. Donc typiquement, on peut travailler en mode dégradé avec juste de la volumétrie pour des équipements qui seraient sensibles, par exemple. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne journée. Merci Pauline, bravo encore. On change de registre. Antoine ? Alors, bonjour à toutes et tous. Antoine Briand, donc je suis chargé de projet numérique au sein de CETEC OpenSea. Donc CETEC OpenSea, filiale du groupe CETEC, et qui donc en fait a pour thématique principale la gestion de l'organisation des chantiers, tout ce qui est pilotage, coordination, compte prorata et donc également audit à AMO. Mon travail en fait s'est porté sur le travail collaboratif et donc le rapport BIMLIN en BIMLIN Construction en OPC et donc l'enjeu de l'ordonnancement avec la maquette numérique pour me piloter et coordonner. La définition de l'ordonnancement, on pourrait commencer simplement en disant que l'ordonnancement c'est un enchaînement de tâches élémentaires qui permet justement de définir un enchaînement et de pouvoir, pour pouvoir comprendre et définir le chemin critique. L'OPC, alors je vous présente en fait sous forme de quatre petites thématiques rapides parce que le sujet de ma thèse justement porte sur l'ordonnancement, mais ce que je fais aussi c'est un état, une présentation un peu de l'OPC. L'OPC est présent dans le domaine du bâtiment, mais aussi a besoin de l'organisation du chantier. Il a besoin, suivant les projets, justement, d'avoir la présentation de son environnement. Et c'est un acteur qui est présent avec le plan général des travaux, depuis la conception jusqu'au parfait achèvement des travaux. Donc, en général, quand il arrive en phase chantier, il n'a pas établi le planning. Et donc, c'est tout l'enjeu aussi de l'ordonnancement établi en conception qui peut être en questionnement. L'OPC, il a plusieurs visions. Il a une vision globale du chantier, donc il peut justement communiquer avec tous les différents acteurs. Il a une vision temporelle et il s'occupe aussi justement sur le principe de l'organisation de chantier et il définit donc des livrables que sont le planning en général, donc j'en ai parlé, mais il a également des prescriptions contractuelles à faire. Il doit gérer donc l'organisation de chantier et il peut travailler aussi en ligne suivant le projet. J'établis en fait donc le lieu de travail de l'OPC. Alors l'OPC, il travaille où ? En salle de réunion, avec potentiellement en numérique une tablette qui peut être justement une tablette tactile Lean, mais il a également la présence sur une tour de contrôle Lean, et il peut être aussi en zone de travaux sur les différentes zones bâtimentaires, et donc il a besoin d'informations, il a besoin en fait de pouvoir transmettre cette information, et je parle également aussi du plan, qui justement en fait est toujours là et est couplé à la 3D, au numérique. Et donc en fait, par rapport au regard de l'OPC sur le BIM, l'OPC en fait c'est un acteur qui à la base ne produit pas de maquette technique d'ouvrage, mais qui a des besoins et qui ne sont pas que liés à la planification BIM 4D, ce qu'on pourrait penser. Il a également besoin d'avoir des informations concernant les accès à approvisionnement, tout ce qui touche au domaine visuel de la maquette pour pouvoir communiquer autour de celle-ci, donc de manière assez simple mais pragmatique justement, pour pouvoir communiquer avec les différents acteurs. Il a besoin également de connaître le positionnement des zones stratégiques d'un chantier, mais également les zones trémies aussi par rapport à la sécurité du chantier, et c'est un enjeu majeur aussi. Donc en fait, le travail de ma thèse s'est porté sur plusieurs cas d'usage. Au-delà de la planification avec tout ce qu'on peut rencontrer, à savoir le côté finalement
le nom d'entreprise, la tâche finalement qui est importée avec la date de début, la date de fin, enfin toutes ces informations qu'on a besoin de comprendre pour pouvoir générer des enchaînements, comprendre un chemin logique, enfin comprendre tout ce qui finalement, les retards, enfin tout ce qui génère le planning. L'ordonnancement, c'est l'organisation des tâches. Quand on est dans un environnement lean, on représente les choses potentiellement de manière plus micro, de façon plus courte en termes temporels, en termes de gestion. Et donc, en fait, ce que l'OPC a besoin, c'est pas forcément d'avoir une traduction en objet, mais en volume, pour comprendre finalement le côté de ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que tout ce qui se passe dans les chantiers durant la phase construction, c'est tout ce qui touche au domaine de la coactivité. Et ça, c'est un enjeu majeur de façon à pouvoir justement gérer et organiser son chantier. Et par ailleurs, il peut avoir besoin de la maquette de façon plus précise et pour pouvoir comprendre justement les interfaces entre elles. Simplement, suivant la granulométrie de la maquette, c'est pas toujours possible de pouvoir communiquer avec la maquette parce que le découpage n'est pas toujours en adéquation avec le planning. Et donc, tout simplement, en fait, parce que moi j'aime bien le côté simple en fait aussi des choses pratiques, visuelles. La maquette peut être utilisée durant le projet pour pouvoir justement réadapter l'ordonnancement et pas de manière compliquée. Et ça permet d'analyser, de réorienter, de réorganiser et puis à l'OPC de pouvoir gérer son planning principal des travaux. Je parle aussi d'une certaine manière en ouverture de l'avancement, sachant que je ne l'ai pas traduit, mais durant un projet, finalement, l'avancement a besoin d'être traduit. Aujourd'hui, l'OPC travaille potentiellement avec un Gantt, avec des plannings qui sont assez difficiles en fait, à implémenter dans des outils numériques. Souvent, on parle de tâches, mais de tâches élémentaires donc, qui sont successives. Il en existe, bien sûr, mais c'est justement de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut le traduire par le biais de tableaux de bord, parce que derrière, on a besoin de comprendre un chantier, on a beaucoup d'infos. Donc, c'est des comptes rendus, tout ça qui finalement sont importants et on peut arriver aujourd'hui à le définir, mais c'est encore perfectible. Et c'est pour ça que je parle aussi des limites et des développements futurs dans cette thèse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur les chantiers, on constate quelque chose, c'est qu'il y a un niveau différent entre les différents acteurs. C'est-à-dire que la phase conception, aujourd'hui, tout ce qui est maquette archi, tout ça, en fait, il y a cette sensation qu'on comprend les choses bien. Enfin, d'une certaine façon, en conception, ça marche plutôt bien. Mais il y a une rupture. Il y a une rupture avec la phase chantier. Et finalement, il y a des acteurs qui ne comprennent pas toujours les choses. Et donc, c'est un questionnement. C'est aussi, on dit souvent que le BIM est chronophage et il y a besoin d'une montée en compétences. Je vous invite à lire le plan BIM fin 2022 qui a fourni un rapport en novembre avec un REX justement sur l'usage chantier, avec une synthèse en fait qui est très facile à lire et justement qui parle un peu de tout ça et sur les différents accompagnements qui ont pu être établis avec différents acteurs et sur différentes thématiques et ça c'est intéressant. On constate aussi, et c'est très très important de le dire, c'est le côté qu'on a un problème de poids d'IFC encore et de gestion Internet sur les chantiers avec des connexions qui ne sont pas forcément toujours très faciles. Et même si on a des outils asynchrones, quand les gens sont sur des bases vie, c'est des questionnements qu'on a. Parce que le principe en fait, du BIM aussi, c'est il y a de la base de données, il y a tout ce qu'on veut. Je pense que vous êtes tous à avoir été sur les différents salons à comprendre en fait l'usage du BIM, mais il y a le principe de la communication, de l'évolution dans le temps, et c'est ces ruptures en fait qui sont problématiques aujourd'hui de façon à pouvoir communiquer et pas à un instant T. Et c'est pour ça que l'ordonnancement, la gestion des tâches, je finirai par ça, c'est qu'en fait le planning général des travaux, chaque acteur a un planning qu'il gère lui-même et l'OPC a juste la gestion globale. Et tout l'enjeu du BIM et de l'ordonnancement et de la maquette numérique, c'est justement de pouvoir essayer de communiquer avec ça. Voilà, donc si je peux répondre à vos questions. Merci Antoine, merci aussi. On se faisait la réflexion avec Maud d'avoir cité le plan BIM et les ressources que vous avez et qu'on connaît autour de nous. Et puis je me permets aussi de montrer à travers ton exemple et cette super thèse qu'un master spécialisé, c'est aussi l'occasion de donner une autre orientation à sa carrière professionnelle. Tu es rentré, tu étais infographiste 3D, là je t'entends parler brillamment de chantier, de base vie avec du BIM dedans. Un master spécialisé, ça sert aussi à ça. Catherine. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Novak, je suis ingénieure génie civil de formation et j'ai 10 ans d'expérience professionnelle en bureau d'études structure et maîtrise d'œuvre. Et actuellement, je suis responsable du groupe des BIM managers de la maîtrise d'œuvre interne de la RATP et référente BIM pour la maîtrise d'œuvre au sein de la business unit RATP infrastructure.
Au sein de l'ingénierie RATP, le BIM est présent depuis 9 ans déjà, sur une 50aine de projets, avec des maturités encore divergentes selon les métiers. Pour ma thèse, je me suis inspirée des travaux sur le BIM et notamment le lien entre ingénierie système et BIM, les normes 19650, 17412, 29480 entre autres. Et j'ai choisi de porter ma réflexion sur l'expression des besoins d'échange d'informations, comment la démarche BIM peut contribuer à mieux maîtriser l'expression des besoins d'échange d'informations. Tout d'abord, mon travail s'est inspiré de l'ingénierie des exigences, qui est une des disciplines de l'ingénierie système, qui regroupe les activités permettant de recueillir, spécifier, affiner et qualifier les exigences relatives à un système à positionner dans son environnement. L'ingénierie des exigences comprend aussi les activités permettant de maîtriser les changements de ces exigences dans le temps. L'identification des exigences, elle, passe par une collecte des besoins auprès des parties prenantes. Et les exigences doivent être mesurables, utiles, simples et traçables, avec 3 visions. Une vision opérationnelle, pourquoi, fonctionnelle, le quoi, et organique, le comment. Des listes d'attributs types issus de la théorie de l'ingénierie des exigences peuvent par exemple guider un utilisateur pour définir son exigence. On peut citer des exemples comme quelle est la version de mon exigence, enfin un versionning de l'exigence par exemple, le statut, quelles sont les parties prenantes concernées, la zone géographique concernée par l'exigence, autant de sujets qui permettent de mieux définir l'exigence. Dans le cadre de ma thèse, j'ai proposé une méthode qui a permis de cadrer les échanges d'informations pour un projet particulier sur la base d'un espace commun. Le but étant de centraliser le processus d'expression des besoins d'échange d'informations entre différents acteurs pour un demandeur qui a un certain besoin d'information, qui le dépose dans un espace, avec une validation ou acceptation ou un refus de l'autre partie qui est censée fournir l'information. Et dans l'autre sens, ce même espace permet de déposer la réponse à cette demande d'information et d'accepter ou refuser cette demande. Ainsi, tout ce processus permet de générer des allers-retours entre demandeurs et fournisseurs pour arriver finalement à un besoin auquel on répond pour le demandeur. Donc ce n'est pas un environnement de données commun au sens de la norme 19650. J'ai vraiment voulu créer quelque chose qui est proche des utilisateurs, dont certains qui ne maîtrisent pas du tout des outils BIM. Donc je me suis basée sur des outils bureautiques pour cela. De plus, au niveau des projets, en fait, on constate que beaucoup d'acteurs, du fait de leur expérience, savent naturellement quoi demander à qui, à quel moment pour faire leur production. Mais ce qui ne permet pas vraiment de formaliser ces besoins, alors que pour une capitalisation à long terme, c'est nécessaire. Ainsi, cette méthode permet du coup de capitaliser sur le savoir-faire et formaliser un peu des trames pour certaines informations nécessaires. Du côté du coordonnateur technique du projet, côté maîtrise d'œuvre par exemple, la méthode permet aussi de créer un nouveau indicateur de pilotage qui va se baser sur l'état d'avancement de ces échanges d'informations, puisqu'auparavant, en fait, certaines informations étaient échangées naturellement entre différentes maîtrises d'œuvre, donc là, dans le cas que je vais citer, sans même que le coordonnateur technique n'en ait conscience, en fait, que ces échanges existent ou qu'ils sont nécessaires. Donc, il a vraiment la vision supplémentaire d'un état d'avancement qui lui permet de mieux piloter son projet. Donc, cette méthode permet aussi, donc, je disais, de capitaliser le savoir-faire et de fiabiliser les échanges, puisqu'on sait où trouver la donnée, si elle a été envoyée au bon interlocuteur et de quand elle date, entre autres. Donc, comme cas d'usage, je me suis intéressée au projet d'adaptation de la ligne 13 sur le métro parisien pour l'arrivée d'un nouveau matériel roulant, le MF19, et l'automatisation de la ligne. La méthode a été appliquée dans les échanges d'informations entre deux maîtrises d'œuvre, la maîtrise d'œuvre génie civil, qui elle s'occupe des infrastructures, notamment des quais des stations de la ligne 13, et la maîtrise d'œuvre voie ferrée, qui elle s'occupe de l'adaptation de la position de la voie ferrée si nécessaire. L'impact de l'arrivée du nouveau matériel roulant et de l'automatisation de la ligne génère des besoins en travaux, par exemple sur les quais, donc l'objet de mon étude, soit au niveau de la voie ferrée. Le thème plus particulier était l'adaptation pour la mise au gabarit des nez de quai. Donc les nez de quai, c'est la partie entourée en rouge, c'est vraiment l'extrémité du quai, l'extrémité physique entre l'infrastructure et le matériel roulant. Et vous voyez le métro, là, le gabarit du métro, pour lequel on doit adapter les infrastructures existantes. Ne serait-ce que pour ce cas concret qui est vraiment une toute petite partie de ce qu'on étudie,
l'échange sur le projet concerne 20 stations et l'équivalent de 1000 points XYZ à s'échanger entre les deux maîtrises d'œuvre. Donc ne serait-ce que pour ce petit exemple-là, le but c'est de vraiment générer des échanges qui sont de plus en plus... qui répondent aux besoins des deux parties pour, par exemple, permettre de générer des automatismes dans des outils BIM qu'utiliserait une des maîtrises d'œuvre pour sa production propre, basée sur des données structurées. Donc, ce cas d'usage ne répond pas tout à fait au thème de la conférence sur le chantier, mais néanmoins, on peut imaginer en fait, l'ampleur des adaptations possibles sur toute une multitude d'informations qu'on peut s'échanger à différentes phases d'un projet de construction. Donc, en conclusion, en partant d'une analyse de pratique vue sous l'angle de la démarche BIM et des principes de l'ingénierie des exigences, on a pu mettre en place des processus basés sur des outils qui sont proches des utilisateurs pour fiabiliser les échanges, mieux gérer l'information et instaurer un cadre rigoureux qui contribue à la capitalisation du savoir-faire pour l'entreprise. Le BIM n'est pas une fin en soi, mais ces principes ici peuvent aider à améliorer les pratiques de l'entreprise en intégrant une structuration de la donnée, de la rigueur et de la traçabilité. Pardon, je pique quand je ne sais plus. Merci pour votre attention. Merci Catherine, je t'ai entendu dire être proche des utilisateurs, c'est ça qui est important et qui doit tous nous guider. Dernière présentation, celle de Léa. Donc, bonjour à tous, moi je suis Léa Perrin, je suis ingénieure chargée d'études et BIM coordinatrice donc, chez Ingérop, qui est un bureau d'études pluridisciplinaire donc, dans le BTP. Mon sujet de thèse s'intitulait « Problématique d'interopérabilité entre maquette BIM infra et outils métiers application aux simulations de trafic ». Alors en fait, ce sujet, il est parti d'un constat. On a remarqué depuis quelque temps que nos maîtrises d'ouvrage, nos clients, nous demandaient de nouveaux cas d'usage expérimentaux, comme par exemple connecter les maquettes BIM avec des outils de simulation hydraulique, éclairage, carbone et dans notre cas, simulation de trafic. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on fait la maquette BIM d'un côté, on fait nos simulations de trafic de l'autre et il n'y a pas de connexion entre ces deux outils. Donc ce sujet de thèse, c'était de voir si c'était possible de développer une interopérabilité entre ces deux outils et si oui, quel type d'interopérabilité. Donc on a déterminé 3 axes de développement. Le premier consiste à intégrer la maquette BIM en tant que donnée d'entrée dans le logiciel de simulation de trafic. Aujourd'hui, il faut savoir, quand on fait des simulations de trafic, on prend des plans DWG, des orthophotos, et on retrace tout le réseau routier par-dessus. Donc c'est un temps assez conséquent, assez important. Et l'idée, c'était de se dire, si on a une maquette BIM à ce stade du projet, pourquoi pas l'utiliser en tant que donnée d'entrée, et puis se concentrer sur la saisie et le paramétrage des simulations de trafic. Ensuite, le second volet consistait à intégrer les données issues des simulations de trafic en tant que données attributaires dans les objets de la maquette BIM. Donc là, c'est l'image que vous voyez. Donc l'idée, c'est de cliquer par exemple sur un tronçon routier de la maquette et de pouvoir consulter dans un P7, un property set, les données associées aux simulations de trafic, comme par exemple le trafic poids lourd journalier, etc. Et le but, par contre, ce n'est pas d'intégrer toutes les données issues des simulations de trafic, parce qu'il y en a énormément, mais de sélectionner celles qui sont pertinentes pour les clients ou pour les chargés d'études. Et enfin, dernier volet, intégration des simulations dynamiques dans la maquette BIM. Alors les simulations dynamiques, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait de simuler et de visualiser les flux, donc visualiser le déplacement des véhicules, des cycles, des piétons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ces simulations, on a un environnement qui est vierge. On a uniquement la chaussée et c'est compliqué de se projeter dans les simulations dynamiques. D'ailleurs, c'est quelque chose que nos clients nous demandent souvent, de contextualiser l'environnement parce qu'eux-mêmes ont du mal à visualiser l'impact du projet sur les flux. Donc c'est pour ça, l'idée, c'est donc d'intégrer ces flux dans la maquette, d'avoir tout l'environnement, le bâti, l'aménagement urbain, et donc de mieux appréhender le projet et de mieux appréhender la qualité des simulations de trafic. Donc concrètement, les objectifs de ce projet, donc dans un premier temps, c'était nous de monter en compétences, de proposer de nouveaux cas d'usage BIM,
Et puis, de manière plutôt opérationnelle, donc c'était d'obtenir une base de données, puisqu'on dit toujours que le BIM c'est une base de données, donc de centraliser toutes ces données issues des simulations de trafic, mais aussi les données de conception dans la même base avec la maquette. Et donc tout à l'heure, j'expliquais visualiser les flux de trafic, et même si on veut aller plus loin, avoir la perception des usagers, donc d'un conducteur, d'un piéton, afin de vraiment s'immerger dans les flux et mieux appréhender ces simulations. Donc pour conclure, je vous disais au début qu'on avait les maquettes BIM d'un côté, les simulations de trafic de l'autre. Il n'y avait pas d'interopérabilité présente de base, mais avec des développements externes, on a réussi à démontrer qu'on pouvait développer différents types d'interopérabilité. Et pour finir, cette démarche, en fait, on peut l'appliquer à différents domaines. C'est le cas d'un autre projet d'ailleurs qu'on a en développement chez Ingérop qui consiste à connecter nos maquettes BIM avec un logiciel de simulation de bilan carbone. Je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas par la suite. Merci beaucoup Léa, merci à tous. Maud, si tu veux venir avec moi pour le mot de la fin. Donc vous pourrez discuter dans les allées du salon avec nos si brillants mastériens. Vous avez vu la diversité des profils, la diversité des parcours, la diversité des thèses, mais la même pertinence, la même qualité, le même souci d'un BIM justement dimensionné et de la prise en compte des usages, à quoi ça sert tout ça, et des utilisateurs. Dans un instant, restez dans cette salle, vous aurez 2 autres séries de conférences et de thèses sans aucun doute passionnantes de mes amis et collègues des masters DBD et IBD juste après. Maud, le mot de la fin ? C'est gentil. Moi, je voulais d'abord vous remercier tous. C'est extrêmement intéressant. On a la chance d'être partenaire entreprise sur ces masters. La richesse de ces travaux, et on voit aussi les évolutions depuis maintenant, tu m'as dit, la 8e année. On voit vraiment le côté très opérationnel. Je trouve que cette diversité est extrêmement intéressante. Ce sont les professionnels de demain, les professionnels d'aujourd'hui, et on voit bien l'implémentation des pratiques du numérique dans nos travaux au quotidien pour la ville de demain. Moi, je dis bravo.